Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, la police des eaux opérationnelles. On se rappelle en octobre 2023, le ministre Yark, ministre en charge de l'hydraulique villageoise, avait fait cette fameuse déclaration. Ne soyez pas surpris si des agents débarquent chez vous pour demander vos autorisations de forage, ou une phrase qui avait suscité beaucoup de critiques. La démarche était ainsi lancée pour la mise sur pied d'une police de l'eau. Elle est formalisée, elle est avec un arrêté signé ce 17 janvier portant création donc de cette police de l'eau et de tous ces compartiments, tous les agents qui peuvent y travailler. Alors le décret autorise donc, ou bien lance plutôt cette police des eaux qui devient opérationnelle au Togo pour contrôler tous les usages de l'eau de façon générale. Et donc dans le décret, on donne l'autorisation à ces agents de pouvoir descendre dans les maisons, mais à se présenter, à décliner leur identité, présenter leurs documents et procéder à des vérifications sur les exploitations d'eau, que ce soit pour le privé ou peut-être pour les commerçants. On en débattra avec vous. Ce qu'il faut noter, c'est que la police des eaux, dont les prémices avaient été déjà portées par le code de l'eau qui date de 2010, est maintenant opérationnelle au Togo. Le décret a été signé par le ministre, le général Yark Damram. Je commence par vous, Adam, sur la question. Les Togolais, peut-être, avaient compris ou mal compris cette déclaration du général Yark à l'époque, c'était en octobre dernier, sur le fait qu'on vérifie les autorisations que nous avons pour exploiter les ressources d'eau dans nos maisons ou partout sur l'étendue du territoire. Une police est finalement opérationnelle pour ces vérifications. Oui, vous savez, je pense que sur la question, c'est vrai, la polémique était existentielle, compte tenu de la communication biaisée ou mal faite, parce qu'on était dans un environnement où on lançait un projet également d'eau. Vous savez, la question de l'eau est devenue un enjeu majeur pour nos pays aujourd'hui. Et lorsque vous constatez aujourd'hui que soit dans nos démembrements sous-régionaux, vous constaterez véritablement qu'il y a des institutions qui sont mises en place pour faire en sorte qu'on mutualise les efforts pour sa préservation, mais faire également protéger la santé de la population, qui était le maillon essentiel qui avait donc conduit les États à faire dans ces regroupements. Vous savez, le général Yark, en s'exprimant en ce temps, à l'époque, ce qui avait suscité, vous l'avez dit tantôt, ces réactions étaient parties d'un arrêté qui le disait expressement. Puisque ces questions n'étaient pas inventées de lui. Et je pense que, comme je l'ai dit, la plus grande partie des problèmes que nous avons au Togo, c'est en faisant en sorte que nous ayons dans ces communications de crise. Et c'était le cas également, c'est justement de ne pas bien peaufiner la communication qui va avec une question aussi essentielle comme celle-là. Parce que la question est liée naturellement, puisque les gens, il ne faut pas quand même qu'on fasse de l'amalgame. La question est primordiale, c'est une question de santé publique. La première chose. Parce que vous savez, lorsque cette question était posée, on a fait des recoupements, des recherches. En tout cas, il y a des choses qu'on ne pourra pas dire aujourd'hui parce que nous n'avons pas des éléments d'appréciation pour le dire. Lorsque vous prenez au niveau des nappes, d'abord la nappe même est appelée à être protégée. Ça, c'est le premier cas. Et lorsque vous prenez aujourd'hui, c'est pas nous en Afrique, en tout cas, et c'était la question même qui était même posée, puisque nous avons quand même une denrée qui est suffisamment là. Et on estime que il faudrait donc en passer. Or, ailleurs, la question a commencé par se faire jour, où les gens, les pénuries d'eau commencent déjà par se faire jour. Donc, il faudrait quand même qu'on anticipe et pouvoir donc faire en sorte d'appliquer dans ces décrets qui, entre-temps, étaient mis en berne. Et donc, c'est ce qui a suscité le fait qu'on puisse attirer l'attention de la population sur un décret qui l'expliquait clairement. Mais aujourd'hui... Alors, on va aller directement dans le décret. Quelles sont les fonctions des agents? À quoi doit-on s'attendre avec cette mise en œuvre dans une logique didactique pour nos téléspectateurs? Voilà. Les agents ont pour mission, premièrement, de pouvoir faire dans des prélèvements. Et comme je le disais, la question de la santé était dans la question primordiale pour faire donc des prélèvements. Parce qu'il n'est pas évident que lorsque nous prenons des ménages, qu'on puisse donc faire intervenir tous les arsenaux nécessaires pour juger de la qualité de la qualité de l'eau que nous utilisons. Donc c'est le premier
paramètres qui va poser dans ces agents-là a fait des prélèvements. Et voici, l'eau est fait à usage commercial. Puis lorsque vous faites d'usage commercial, il vous en souvient qu'il y a de cela près de 5 ans, où ceux qui font les pure water, eux également font usage de ces forages-là et qui, qui n'est pas évident que ce soit de bonne qualité. On a mis des dispositifs en place, on a corrigé ce qui peut être corrigé, même si, en tout cas, à la hauteur des souhaits, ce n'est pas encore ça. De toutes les façons, il y a un dispositif qui est mis en place qui permet de protéger ces populations-là. Ça voudrait dire, si ces gens-là, ils essaient véritablement donc de pouvoir s'acquitter des droits fiscaux liés à cet usage-là, il faudrait quand même que celui qui ne fait pas pire attendre, mais quand même qui a creusé des puits ou a des forages à usage commercial, puis également payer. Donc c'est en ce sens qu'on dit, mais que les gens ne puissent pas, puisque tout le monde a des yeux braqués, calqués sur le fait que on veut véritablement venir mettre les compteurs et c'est en tout cas le pécuniaire qui est mis en avant, mais je dis c'est la santé qui est mise en avant. Et ces agences-là, ces agents, au-delà de ces prélèvements jugés si l'usage est domestique ou commercial, etc., ils sont également investis d'une mission et donc sont des personnalités dépositaires de l'autorité publique. Et donc, en tant que tel, il faudrait quand même que, moi je pense qu'il faudrait une sensibilisation en amont qui puisse attirer l'attention sur en tout cas les missions de ces agents-là pour éviter que ces agents-là ne soient pas brutalisés. Puisque vous avez vu, en faisant référence à cette polémique-là naissante, les gens avaient juré qu'on les attend chez nous, etc. C'est en ce sens que l'arrêté du ministre a pris soin de pouvoir dire que ce sont des autorités, ce sont des agents dépositaires de l'autorité publique et dont ne peut pas subir des menaces et quiconque le fera serait donc soumis à la rigueur de la loi. Donc, en grosso modo, il faudrait que la population soit tenue informée que d'abord, c'est pour des raisons essentiellement de santé que ces agents-là seront déployés. Mais au même moment, la question, et je sais que le ministre, le général Yar sait bien le faire, puisque en son temps, lorsque la question de l'essence prélatée était posée, puisque c'était une lutte également, il avait pris soin de pouvoir, en tout cas, alléger un peu la pression qui devait être exercée dans certains coins où on sait véritablement qu'on n'avait pas des stations d'essence et à encourager les opérateurs économiques à pouvoir en créer. On a vu aujourd'hui qu'il y en a un peu partout et je pense qu'il aura quand même pris, il va prendre des dispositions en faisant en sorte que nous avons des localités accessibles d'abord. Et je pense que récemment, le Togo a été l'un des pays où, dans des zones urbaines et périurbains, je pense que les efforts sont en train d'être fait. En tout cas, lorsque nous prenons, il y a des chiffres qui le disent, qui l'attestent énormément, qu'en zone périurbaine et urbaine, le Togo a beaucoup évolué. Maintenant, c'est dans les zones assez reculées, et lorsque nous prenons surtout dans les hameaux et les villages les plus reculés, et si c'est l'État qui vient pour, en tout cas, creuser un forage, vous convenez avec moi que toutes les dispositions sont prises pour extraire l'eau et que l'eau soit de qualité. Puisque une chose est de pouvoir avoir l'eau, mais l'autre chose est de boire de l'eau potable. Puisque l'eau potable, c'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque vous prenez ce que la population ne sait pas, même si on dit en zone périurbaine, nous avons en tout cas les prélèvements. Chaque jour, l'État fait des prélèvements. En tout cas, il y a des laboratoires on fait des prélèvements pour s'assurer de la qualité de l'eau. Parce que lorsque nous parlons de l'eau, il y a des mouvements que nous ne voyons pas qui peut faire en sorte qu'une eau peut être potable aujourd'hui et demain peut être polluée. En ce sens que l'eau est chaque jour analysée pour pouvoir donc donner à la population une eau potable et assez saine. Merci beaucoup à vous. Je viens à vous, Prosper Agboklou. La police des eaux est née. Nous saisissons cette occasion pour faire un peu de pédagogie. Que doit-on comprendre? Parce que la police est déjà créée. Des agents pourront faire des visites, peut-être dans nos maisons, dans nos entreprises, pour vérifier des choses. Que feront-ils? Qui seront-ils? Comment ça se fait? La parole est à vous, Prosper. Non, moi, je pense que le ministère des Eaux a tout simplement corroboré ses actions par rapport à la parole donnée. Et ceci dit, tout simplement, ce sont des gens qui seront, j'espère, formés et qui seront aussi des scientifiques parce que pour pouvoir analyser l'eau, il faut des connaisseurs de la chose qui doivent être des gens peut-être tirés dans le domaine scientifique et qui soient formés donc pour pouvoir pour avoir la pédagogie donc de
la quintessence donc de leur analyse et pouvoir donner donc des réponses rapides. Et je crois que ça va être une action coordonnée. Et si tel est le cas, je pense qu'on est dans la bonne directive. Maintenant, j'ai en regardant un tout petit peu dans les documents le côté institutionnel de la mise en place donc, de cette police est plus visible. Adam parlait tout à l'heure du volet social. Moi, c'est le volet social qui m'intéresse le plus parce que quand vous prenez par exemple les sociétés qui font le fourrage, la plupart du temps, ce sont des sociétés privées qui fassent le fourrage. Maintenant, est-ce que de ce côté... Ils font quel type de forage? Parce que même les particuliers font des fourrages aussi. Oui, c'était des particuliers. Ah bon, en tout cas, il y a des particuliers qui creusent également pour le faire. Bon, maintenant, est-ce que l'État, enfin le ministère, va prendre en compte tous ces paramètres-là? Comment va se faire maintenant? Est-ce que pour faire qu'on appelle le forage, on doit s'adresser à une institution, je dirais, pratique, une institution indiquée pour pouvoir le faire? Donc, je crois que pour ça aussi, il faut tout faire pour que les gens comprennent les itinéraires à suivre pour pouvoir mettre en place leur structure d'eau. Je crois quand même que le côté institutionnel doit aussi appuyer sur ça. Maintenant, si on a la police, il va falloir à un certain moment donné, avant donc de les envoyer sur le terrain, qu'une communication soit faite essentiellement vers la population. Voilà, la sensibilisation doit être de mise. Et moi, je crois quand même que pour cela, on peut utiliser les journalistes pour ça. C'est-à-dire que les connaisseurs, ceux qui peuvent communiquer et donner l'élément, l'information, qui ont la pédagogie de la communication. Parce que souvent au Togo, quand les choses viennent là, on tire un cousin quelque part qui n'a rien dans le domaine, qui va parce qu'il y a question d'argent. Donc je pense que ça se passe très mal. Ça se passe mal. Et l'information n'arrive pas et les gens se mettent au pied de guerre pour pouvoir contraindre les gens parce que l'on souffre, on n'a pas d'argent, il y a question d'argent qui arrive comme ça également. Donc il faudrait qu'on aille vraiment dans la pédagogie pour que ces gens qui seront cooptés pour ce travail soient vraiment dans la logique de l'information et qu'il informe. Et moi je crois qu'on a suffisamment de journalistes au Togo, des hommes de médias au Togo pour informer les gens et payer. Voilà, ça, c'est pas un travail gratuit parce que quand on paye, les gens auront la question de faire le travail. Maintenant, sur le volet social, moi je dirais quand même qu'on étende un peu. Adam l'a dit tout à l'heure, il y a des cœurs reculés. Même quand vous passez sur la route vers Palimé, vous voyez, il y a des gens qui puisent le du sol, tout ça là aussi, ça doit rentrer en ligne de compte. Il va falloir qu'on aide ces populations également à ériger des tanks pour que ces gens, on les appelle les châteaux. Voilà, pour que ces gens, dans tous les cœurs reculés, aient de l'eau. Comme ça, le travail sera plus harmonieux. Et ça, je crois que c'est de là que le général peut tirer vraiment profit de sa politique. Oui, j'aimerais ajouter, vous savez, je pense que mettre à la disposition de la population de l'eau, c'est un domaine de souveraineté de mon point de vue. Et lorsque vous prenez aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette situation, ça nous a amené à faire des recoupements, à comprendre, c'est en ce sens-là même qu'on a découvert qu'il y avait une direction au Togo chargée uniquement des infrastructures en eau. Vous allez constater qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez dans des zones un peu reculées, il y a maintenant des châteaux d'eau qui s'érigent. C'est là qu'on a constaté que l'État, c'est un secteur bien gouverné. Et lorsque je voulais attirer l'attention, lorsque vous prenez aujourd'hui les ONG, les associations qui viennent et ils disent, voilà, on veut vous donner de l'eau et ils le puisent. On ne sait pas à quel niveau. Est-ce que c'est de l'eau potable? On ne sait pas. Donc, je pense que c'est le moment. Comme on l'a fait au niveau du ministère de l'éducation aujourd'hui, avant d'aller de faire un don à un établissement, il faut avoir l'autorisation du ministère. De la même manière, je pense que pour aller puiser, donner de l'eau à boire, c'est vrai que ce sont des actions sociales, parce que tout le monde en a besoin. Il faut quand même avoir l'autorisation du ministère qui prendra soin de pouvoir voir est-ce que vous avez véritablement les moyens pour puiser l'eau potable qu'il faut pour la population. C'est en ce sens que la population doit comprendre la nécessité et de cette démarche-là. Dieudonné Siwonou, la police des eaux est née finalement au Togo. Les gestations ont commencé depuis. On a un code de l'eau depuis 2010. En 2023, le général Yark
Clark avait parlé, avait sorti sa fameuse phrase des agents qui débarqueraient chez nous pour vérifier nos autorisations d'exploitation des ressources en eau. Finalement, une police des eaux est formellement créée au Togo. Oui, ce n'est qu'une application de la loi. Retenez que le Togo ambitionne de parvenir à la couverture universelle en eau potable d'ici 2030. En réalité, c'est le défi du gouvernement togolais, et c'est dans cette lancée que les travaux s'exécutent à différents niveaux. Une police des eaux, aujourd'hui, à quoi cela va servir? Les uns les autres le disaient tantôt. Nous avons eu la chance d'aller à certaines découvertes. C'est ce qui nous a amené à visiter le centre de traitement et de distribution d'eau, que ce soit à Kakaveli, que ce soit à Sokodé, que ce soit dans la Kosa. La manière dont l'eau, qui est cette denrée, que je rappelle aux gens, c'est une denrée vitale, mais aussi périssable. D'aucuns alors nous tous ne le savions pas, nous pensions que c'était une fourniture venant de Dieu et donc c'est permanent. L'eau finit aussi. Voilà pourquoi il est important de préserver, de protéger la nappe, et voilà, cela fait partie de la mission de cette police qui va mesurer la portée de protection que cette nappe a aujourd'hui pour que nous ne subissions pas de la pénurie comme cela se fait ressentir déjà dans certains endroits du pays et aussi dans le monde. Alors une police des eaux, c'est aussi les installations, les forages ou alors la manière dont les travaux sont menés. C'est vrai qu'il y a un besoin criard aujourd'hui en matière d'eau et donc chacun y va comme il l'attend. L'essentiel, c'est qu'un liquide incolore sorte de la terre pour rendre service au ménage et tout le monde. Des fois, c'est bien coloré d'ailleurs. Très bien, c'est bien coloré, mais l'essentiel, c'est que ça puisse quand même arriver à subir plutôt à ses fins et les gens l'utilisent. Maintenant, est-ce que ce liquide-là répond véritablement aux normes sanitaires? Je le disais, notre tournée que nous avons faite nous a laissé comprendre qu'en réalité, on peut avoir une eau claire, très propre et aussi à la fois douce, mais qui soit source de contamination, source de maladie. Et là, plusieurs ne le savent pas. Donc, la police des eaux ne sera pas là juste pour une répression, non. Plutôt une protection en matière de santé, mais une protection aussi en matière de préservation de la nappe, car, je l'ai dit tantôt, c'est une denrée aussi périssable. Et donc, c'est important, c'est à saluer, cela s'inscrit, ce n'est pas une invention. Le code de l'eau l'a prévu depuis 2010 et d'après les informations ou alors d'après nos recherches, c'est par rapport à la situation et à la portée de l'état de pouvoir mettre à disposition de l'eau toute la population. Voilà pourquoi cette branche-là n'a pas été tellement appuyée de par le passé. L'État n'a pas la possibilité de fournir de l'eau à tout le monde, mais l'État ne peut pas axer tout de suite sur cette disposition-là pour afreindre ou alors empêcher ceux qui veulent bien se débrouiller dans ce domaine. Alors si aujourd'hui l'État se dit en réalité, nous avons suffisamment de dispositifs, nous avons pris l'engagement de fournir de l'eau potable à la population d'ici 2030, tout le monde devra avoir de l'eau potable qui ne soit pas source de maladies, alors il y a lieu de mettre en place un système de contrôle efficace. Je crois que c'est ce qui vient d'être mis en place vivement. Une pédagogie sera beaucoup plus faite. Ce n'est pas le lieu que les populations commencent par s'en prendre à cette disposition et disent mais on n'a pas de l'eau. C'est vrai, je suis d'accord avec des gens qui ne trouvent plus de l'eau dans leur robinet 3 semaines, 2 semaines et pourtant les factures descendent. Ça, il y a cette évidence aussi. N'ayons pas, ne nous voilons pas la face. Oui, voilà, les factures reviennent en bonne forme et puis en bon état alors qu'il n'y a pas de l'eau qui arrive. Maintenant, c'est des défis que l'État pense relever. Et en relevant ces défis, il y a aussi lieu de mettre les gages nécessaires, les garde-fous nécessaires pour pouvoir mettre en place un contrôle absolu. Alors dans ce domaine, il y a une anarchie totale qui se passe, c'est surtout au niveau des fabriques qu'on appelle généralement les Piowata. Lorsque vous rentrez un peu sur les installations de certaines de ces fabriques-là, vous comprenez qu'en réalité, nous buvons n'importe quoi,
Maintenant, si une structure se met en place pour contrôler tout ça là, je pense que ça va aussi dans l'intérêt de la population. Merci beaucoup à vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous allons faire un dernier tour de table, comme d'habitude, pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Prosper Agboklou. Bon, je crois que nous sommes à un moment où il fallait tout simplement dire que l'éducation, moi je voudrais parler un peu de l'éducation en tant qu'enseignant pour dire que nous en appelons au sens de responsabilité des parents et de l'État également qui fait beaucoup d'efforts en ce sens pour que l'école togolaise soit une école admise dans le concert donc de la formation. Maintenant, entre-temps, il y a eu le concours des enseignants et finalement, beaucoup sont partis et sont relevés de leurs fonctions, surtout dans les établissements privés et qui désorganisent un tout petit peu donc ces établissements-là. On en rappelle au centre de responsabilité quand même de l'État pour qu'il aide à ce que, à ces moments-là, oui, des gens peuvent concocter des gens. On ne donne pas, c'est pas un ordre, mais c'est un souhait pour que la prochaine fois qu'on arrive vers la fin de l'année, afin que ces écoles-là ne se retrouvent pas vidées de leur personnel en plein milieu d'année. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklou. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Adama Adjaranou, vos mots de fin, s'il vous plaît. Oui, mais moi je reste toujours dans le secteur de l'eau. Vous savez, c'est un sujet tellement essentiel qu'il faudrait quand même qu'on puisse explorer tous les paramètres qui permettent véritablement une bonne compréhension du sujet. Vous savez, aujourd'hui, c'est un secteur, de mon point de vue, qui est très bien organisé. Parce que lorsque vous prenez les grands domaines sociaux que nous connaissons, notamment, le chef de l'État l'a dit, lorsqu'on vous dit vous vivez dans telle ville du pays, c'est que vous avez quoi? Vous vous soignez. Vous allez à l'école, etc. Mais également, vous avez l'électricité, mais vous avez l'eau. Les deux secteurs sont bien gouvernés. Donc aujourd'hui, je pense que la question de l'eau vient aujourd'hui avec cette police régler tout le problème. Notamment, vous avez une direction qui crée des infrastructures, vous avez une direction qui exploite ou commercialise, mais aujourd'hui nous avons également une unité qui permet de sécuriser la population. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Mais au même moment, je vais chuter pour terminer avec une chute de Prosper en disant que faisons un effort également de rappeler au bon sens de ceux qui créent ces établissements privés en faisant en sorte que les gens ont une carrière, que de pouvoir aller passer les concours. Quand c'est le cas, je pense que le problème serait réglé. Merci beaucoup à vous. Adam Adjaranou, vous êtes journaliste également, directeur de publication de Vision d'Afrique. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir. Je vais terminer avec vous. Dieu donne sur nous. Alors, docteur, permettez que moi, je m'intéresse un peu à nos infrastructures. Je dis bravo aux autorités du secteur des infrastructures et je rappelle encore que le Togo est en chantier et des grands travaux qui s'exécutent. Mais il faudrait véritablement qu'il y ait de la finesse dans l'exécution de certains travaux et cela va aussi dans la vie de toute la population. Quand nous prenons par exemple la nationale numéro 1, juste après le péage, vous comprenez que je parle du péage et le péage, le contribuable, c'est que lorsqu'il verse de l'argent au péage... du péage de Davier. De Davier, oui. Verse de l'argent au péage, c'est pour l'entretien aussi de la route et aussi que la route soit en bon état. Après le péage, de Thévier jusqu'à arriver à Gamé, vous voyez que c'est complètement devenu encore un nid de poule. C'est une grande route. Je parle de la nationale numéro 1. Ouais. Et c'est des travaux qui ont été exécutés il y a peu de temps, mais que ces routes se retrouvent encore dans cet état. Moi, je suggérerais à ce que Madame la ministre des Travaux, ou alors des Travaux publics, prenez une voiture banalisée, prenez la voie, la nationale numéro 1, même Monsieur le Président, vous avez l'habitude de le faire, pour tester la fiabilité des chantiers. Prenez une voiture banalisée après le péage, avancez jusqu'à Gamé, vous allez comprendre que l'état de la route, ce n'est pas ça. C'est une grande route avec les nids de poules, ce n'est pas évident. Les accidents, on ne peut pas les éviter. Vous voyez des voitures qui tombent dans des ravins n'importe comment. Et pourtant, c'est des travaux qui s'exécutent chaque fois. Des étanchons ou alors des bricoleurs qui sont sur cette route en train de... quand je vois des gens avec la roue et des pioches sur la route, une grande route comme ça, et essayant de redonner une image à la route,
vraiment, ça ne nous donne pas une bonne impression. Il faut véritablement que nos travaux publics soient exécutés avec beaucoup de finesse et de sérieux. Merci beaucoup. Important. À vous, Dieudonné Sewono, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci également à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Merci à Richard Koufanga à la réalisation et à Christian Obanikoua à la diffusion. Merci également à tous ceux qui nous ont accompagnés dans l'ombre. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.